bienvenue d'être ici avec nous. Nous allons discuter OGM. Je m'appelle Vince Canté. Je suis le fondateur d'une plateforme média qui s'appelle Limite, qui a pour vocation sur YouTube de rendre accessibles tous les enjeux liés aux limites planétaires, limites des ressources et limites humaines à absolument tous les publics, y compris les moins aficionados de la question. Donc j'ai l'immense honneur d'être aujourd'hui avec Virginie Pissort et également avec Mathilde Bayon. Nous allons parler OGM. Vous allez vous présenter dans quelques instants, mesdemoiselles, mesdames, excusez-moi. Mais avant ça, je voudrais faire part d'une petite anecdote. Quand j'avais été convié pour venir parler des OGM, dans ma tête, je me suis dit, mais les OGM, mais ça date. C'est quoi ce terme? Attends, mais le terme est désuet, c'est bizarre et tout. Et puis j'ai un peu creusé la question, voilà, forcément, on a un peu discuté. Et j'ai fait un test pour voir si le mot avait vraiment disparu. Alors effectivement, je l'ai mis sur Google Trends et j'ai vu que les occurrences d'OGM étaient bien plus élevées dans les années 2000, donc les gens cherchaient le terme OGM, et ça a disparu. Pourquoi? On va découvrir ça après. Et je me suis dit, non, c'est peut-être pas suffisant, je vais quand même essayer d'approfondir un peu la chose. Et j'ai demandé à des gens de la vingtaine que j'ai côtoyés, il y a mon beau-frère, il y a mes cousins, mes cousines et tout, on était en famille, et j'ai demandé à tout le monde, si je vous dis OGM, ça vous dit quoi? Personne de moins de 30 ans savait me dire de quoi il en retournait. On me dit, ouais, c'est une équipe de foot, J'ai dit non, OGM en rapport avec l'alimentation. Vraiment, personne ne savait me répondre. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est vraiment un sujet d'une époque. Et moi, je me souviens que j'avais des... Alors, j'ai 38 ans aujourd'hui. J'entendais beaucoup parler d'OGM quand je m'intéressais à l'actu. Je m'y suis intéressé très jeune, donc vous étonnez pas. C'était vers mes 10, 11, 12 ans, où c'est vraiment un sujet qui était très tendance. Et au final, ben, effectivement, quand on regarde un petit peu derrière nous, dans les années 90, eh ben, on nous promettait que les OGM allaient, et c'était vraiment la grosse promotion marketing de toutes les entreprises, allaient nourrir toute la planète tout entière. Bon, j'ai été voir les chiffres, il y a 750 millions de personnes. En 2015, ils étaient 500 millions. Aujourd'hui, 750 millions de personnes vivent dans des cas de misère extrêmement complexes, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à la nourriture correctement. Ça avait promis de réduire les pesticides, de sauver les récoltes, mais bon, force est de constater que 30 ans plus tard, les promesses n'ont pas tenu ou n'ont pas été tenues. En tout cas, voilà qu'arrive maintenant un nouveau terme, un nouveau mot. Et c'est intéressant parce que, merci mesdemoiselles, grâce à vous, j'ai été creuser un petit peu plus cette question et je me suis dit, mais face à quoi? Face à quelle transformation du marketing on se retrouve? C'est comme si le mot était burné OGM et qu'un nouveau terme est apparu, les NTG. On va creuser ça en pratique, hein, ça veut dire les nouvelles techniques génomiques. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En Europe, il y a un texte qui est en cours de finalisation. Je vous garde la surprise pour vous donner les détails sur ce fameux texte qui est supposé réguler la chose. Ou les déréguler. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que lorsqu'on commence à creuser derrière, on se demande, tiens, qui possède les graines? Qui décide de remettre ça sur le couvert et pourquoi? Est-ce une fuite en avant encore du système économique? Ou au contraire, est-ce que, par rapport au changement climatique, ça va nous permettre d'adapter des récoltes dans des transformations profondes? Plein de questions à se poser, plein de réponses qu'on aura certainement aujourd'hui. Bienvenue mesdames, comment allez-vous déjà? Virginie, merci Vince. Ben bien, on est content d'être là. Très content de vous avoir. Je pense que... Alors, le Salon Valériane, le Festival Valériane, il fait très beau aujourd'hui, donc c'est un dimanche, on a un petit peu moins de monde que d'habitude parce que les gens profitent de l'été encore. Mais pour moi, le fait que la salle soit pas remplie aujourd'hui, c'est la preuve aussi que les gens ne sont pas du tout informés, conscientisés en fait de cette problématique et de cette thématique qu'on appelle les nouveaux OGM. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter, hein, c'est ça que je vais faire. Donc voilà, Virginie Pissort, je travaille pour l'association Nature et Progrès depuis 2 ans sur les questions de pesticides et de nouveaux OGM, puisque ce sont 2 sujets qui sont sur la table des politiques. Et donc voilà, mon travail au quotidien, c'est de faire ce qu'on appelle du plaidoyer. Je fais du lobbying en fait, je fais un peu comme les grosses firmes agrochimique, je fais du lobbying. Mais c'est pas pour la thune. Disons que j'essaye que ce soit pour l'intérêt de la société en général. Et alors c'est marrant parce que Vince me disait tu vas pouvoir te présenter, alors je vais pas vous faire tout mon parcours, surtout que j'ai été un peu dans toutes les directions. Mais mes premières expériences professionnelles, j'étais en Argentine, j'étudiais là-bas et en fait j'ai pu faire un stage pour CropLife International. Et CropLife International, c'est la grande fédération et association de toutes les firmes agrochimiques qui fait en fait du lobbying. Alors c'est très rigolo, donc j'ai commencé là, j'étais jeune, j'étais naïve, j'avais 22 ans.
Ça n'a pas duré longtemps. Et voilà, je me retrouve aujourd'hui, 30 ans après, à de nouveau parler de cette problématique, mais avec un autre prisme. On va prendre plein de choses. Merci Virginie. Mathilde Bayon, qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour. Ah, le petit micro. Allô, allô? Ouais, on entend, oui. Bonjour, du coup, moi, je suis Mathilde Bayon, je suis ingénieure agronome, et donc ça fait maintenant 2 ans que je travaille chez Nature et Progrès. Et donc, j'ai travaillé sur pas mal de projets différents. J'ai commencé par la campagne, donc une Wallonie sans pesticides, pour mettre en avant des alternatives techniques aux pesticides lors de rencontres en ferme. Et depuis quelques temps, j'ai récupéré la responsabilité de m'occuper de la mention de Nature et Progrès. Donc, je m'occupe des producteurs. On a un label où on a plus de 70 producteurs qui nous suivent. On va commencer un petit peu par le contexte, la base, l'histoire, rapidement. Les OGM, Quesaco, comment sont-ils apparus et surtout quelles étaient les promesses initiales? Alors, il n'y a pas une question pour une personne en particulier, n'hésitez pas en fonction de vos compétences de répondre et de rebondir si jamais vous estimez qu'il y a des éléments à apporter davantage. Alors, pourquoi les OGM? Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve que c'est un petit peu chouette de revenir un peu en arrière et du coup de comprendre donc avant tout que les OGM c'est des formes de sélection. La sélection elle a commencé vraiment quand on a commencé à domestiquer le vivant et donc ça existe vraiment depuis la nuit des temps et donc c'est ce qu'on appelle la sélection massale. Donc c'est en fait le fait de sélectionner tout simplement les semences qui ont le plus de caractéristiques dites agronomiques intéressantes, de les prendre et donc de les replanter chaque année. Et puis au moment du XXe siècle, avec l'industrialisation, on a voulu créer des variétés qui étaient stables et homogènes justement pour commercialiser à grande échelle et autres. Et donc c'est là où on va commencer à réfléchir à modifier potentiellement les génomes de nos plantes. Et notamment en 73, il y a la naissance de l'ADN recombinant. Donc en fait, c'est vraiment les prémices des OGM, qui est le fait du coup de manipuler le génome et donc d'aller couper des parties de l'ADN pour les remplacer par d'autres. Donc c'est vraiment là la première expérience où ils ont réussi à intégrer un ADN étranger dans une bactérie. Par exemple, quand tu dis dans une bactérie, ouais, c'est pas un ADN d'un fruit qu'on implante dans un autre fruit potentiel. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut vraiment prendre un ADN de différents mêmes règnes. Ça peut être en bactéries, levures, plantes, animaux et autres. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis du coup, 10 ans plus tard, on sort vraiment les premières plantes transgéniques. Et puis après, dans les années 90, c'est là où le lobbying commence, c'est-à-dire qu'on va avoir les industries semencières qui vont être achetées en fait par les multinationales qui produisent les pesticides. Et donc c'est forcément un objectif qui n'a jamais été dit clairement, mais l'idée derrière, c'était de développer des OGM qui étaient tolérants en fait à leurs propres herbicides. Et il y a eu quelques contestations dans les années 2000, Virginie. Je ne sais pas si tu veux en parler maintenant. Non. Non, d'accord. Il reste peut-être sur les promesses, ouais. Tu peux dire les promesses si ça en veut. Alors, les promesses, c'était facile. Comme il y avait une malnutrition énorme dans le monde, ils ont dit, mais en fait, nous, grâce aux OGM, grâce au fait qu'on va modifier la génétique de la plante, on va augmenter le rendement. Et donc, comme on va produire plus, on va nourrir tout le monde. Sauf que rendement ne veut pas dire une nourriture qui est disponible et accessible partout. Et donc ce qu'on voit effectivement, tu l'as dit, c'est que la faim et la malnutrition, elles ont globalement pas diminué à l'échelle de la planète. Donc ça, c'était la première promesse. Il y en avait d'autres, des promesses. Il y avait aussi le fait qu'on allait diminuer l'utilisation justement des herbicides et des insecticides. C'est ça, parce que je me permets, l'idée aussi des OGM, c'était de pouvoir résister à des envahisseurs, de résister à des nuisibles en quelque sorte, en toute forme de perte des récoltes due à n'importe quel insecte qui viendrait. Donc c'était la promesse en mode oui, on va faire quelque chose qui va résister à tout ça. Au final, on n'a jamais utilisé autant de pesticides, donc ça n'a servi strictement à rien. Ou devrais-je dire, ça a été une fausse information par les lobbies de l'époque en prétendant que ça allait permettre de lutter contre tout type d'invasion, quoi. Mais disons que ça a surtout permis d'augmenter en fait les pesticides. Donc ça a eu l'effet complètement inverse, puisque ce qu'on a créé, c'est des plantes qui allaient être résistantes à des herbicides ou à des insecticides, et donc pouvoir pulvériser en grande quantité en fait ces herbicides et ces insecticides. Et comme c'était évidemment la même société qui à la fois détenait la semence OGM et détenait en l'occurrence les insecticides et les pesticides, les herbicides, c'était assez simple évidemment. Comment vous expliquez qu'on en entendait énormément parler à une époque et que soudainement, j'ai l'impression que c'était assez rapide, ça a disparu et
tu as eu une très bonne anecdote en disant la salle n'est pas remplie. C'est vrai que moi-même, quand je me suis dit je dois parler des OGM, je me suis dit oh là là, ça me paraît un petit peu désuet comme concept. Pas vraiment, on va y venir. Mais comment est-ce que vous expliquez tout d'un coup cette disparition du champ médiatique? C'était connoté comment les OGM à l'époque? Et donc moi j'étais un peu plus jeune aussi, hein, mais effectivement il y a une énorme mobilisation citoyenne quand on a commencé à parler du fait que les entreprises voulaient mettre sur le marché des OGM. La mobilisation, elle a eu lieu dans beaucoup de pays dans le monde, mais en Europe elle était très très forte. Vraiment les mouvements citoyens étaient très très concernés. L'agriculture biologique aussi était très concernée et très inquiète de voir en fait ces organismes génétiquement modifiés arriver sur le marché et donc perturber la façon dont ils produisaient. Et cette mobilisation citoyenne, elle était très heureuse et très souhaitable puisqu'elle a permis d'adopter la directive de 2001, donc qui est le cadre de régulation dans lequel on est aujourd'hui. Et donc ce cadre, en fait, il ne dit pas non aux OGM en Europe, il dit si on met sur le marché des OGM, il y a des règles du jeu à respecter. Voilà, on négocie dans un cadre, quoi. On ne fait pas ça comme ça. Parce qu'il y a des risques, et on y viendra après, potentiels pour l'environnement, la biodiversité et la santé, parce qu'on touche au vivant, on ne peut pas mettre un OGM sur le marché de façon libre et autonome et comme on a envie. Et donc, c'est le succès en fait de cette mobilisation qu'il y a eu en 2001, avec un cadre qui est en fait assez unique au niveau mondial. Ils n'ont pas du tout eu ça aux États-Unis ni en Amérique du Sud, et c'est bien pour ça que là, ils sont envahis, on peut le dire, envahis de culture OGM. Mais chez nous, ce n'était pas le cas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, en fait, en plus, les États ont la possibilité, ils ont ce qu'on appelle la clause de opt-out, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir de ne pas accepter les OGM sur leur territoire. Et c'est ce qu'on a fait en Belgique, c'est ce qui a été fait en région wallonne et en région flamande. Et donc, à l'heure actuelle, les OGM anciennes techniques, ils ne sont en fait produits qu'au niveau du maïs, c'est le maïs MON 810, qui est principalement produit en Espagne, un tout petit peu au Portugal. Et voilà, c'est tout. Et donc cette mobilisation citoyenne, elle est vraiment heureuse. Les médias se sont emparés du sujet et effectivement, à l'époque, ça parlait. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, ça ne parle plus. Alors c'est vrai que le timing a été très 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 rapide, mais voilà, le sujet, je ne sais pas, il n'intéresse pas, il ne fédère pas. Alors, il faut dire aussi que l'industrie a eu l'intelligence et la perspicacité de changer la terminologie, c'est-à-dire de dire ce ne sont pas des OGM. Donc, OGM, organismes génétiquement modifiés. Et sous prétexte que les nouvelles techniques génomiques permettaient, et tu peux peut-être y revenir un peu plus scientifiquement, hein, moi je ne suis pas agronome, je suis juriste, permettaient en fait de changer l'ADN de la plante, mais sans apport d'un gène extérieur, mais modifier l'ADN de la plante à elle seule, entre guillemets. Et bien en fait, ils ont dit, ben non, c'est pas des OGM, ça, c'est des NTG, c'est des nouvelles techniques génomiques. Ça n'a rien à voir avec les OGM, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. Donc on peut les mettre sur le marché. Et fort heureusement, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie en 2018 d'une demande, en fait, est-ce que c'est des OGM ou pas des OGM, une question préjudicielle qui a été posée à la Cour. Et là, la Cour de justice a dit, ben, bien sûr que ce sont des OGM. Et là, l'industrie a dit, ah non mais merde, ils vont... Donc en fait, voilà. Ben, du coup, on est obligé de suivre tout cet examen qui est nécessaire à la mise sur le marché, donc une évaluation des risques, un étiquetage, une traçabilité, voilà. Et à ce moment-là, ben, évidemment, la seule option qui leur restait, c'est de commencer le lobbying pour changer le cadre, changer les règles du jeu. Et justement, que changent concrètement les projets aujourd'hui? Puisque en 2001, c'était des victoires, c'est devenu un projet européen, enfin voilà, c'est devenu des lois et maintenant on ne fait pas n'importe quoi avec les OGM. Par contre, cette volonté de déréguler, donc complètement de revenir sur le texte et de proposer autre chose, sur base que soi-disant ce n'est pas la même chose, sauf qu'on a grillé effectivement que c'était la même chose, quels sont les enjeux concrets là face auxquels on est maintenant sur cette dérégulation des NTG en Europe? Donc tu veux dire où on en est au niveau politique ou les enjeux globaux par rapport aux promesses, les enjeux globaux, pardon. C'est pas grave, il fait chaud aujourd'hui donc on va en profiter, c'est très très bien. Le cerveau veut boire un petit peu. Non, principalement, quels sont les enjeux par rapport à notre... Déjà, quelles sont les grosses différences en matière de technique? Puisqu'on a dit effectivement c'est la même chose, mais quand on compare, et ça c'est vrai, je vais plus me tourner vers toi Mathilde en tant qu'ingénieur agronome, si on compare les méthodologies des OGM et des nouvelles techniques génomiques, on comprend qu'il y a toujours quelque chose qui modifie quelque chose, mais comment est-ce qu'ils ont essayé de faire passer ça comme si c'était quelque chose de complètement différent? Comment fonctionnent ces deux manipulations? Ouais.
Faudra pas hésiter à m'arrêter si je vais trop loin, je vais essayer de vulgariser ça. Donc en fait, on va revenir sur les deux façons de produire ces OGM et ces NTG. Les premières générations d'OGM étaient produites par transgénèse, donc c'est le fait d'insérer un gène étranger, donc qui peut potentiellement être d'un autre règne, dans une bactérie ou autre qui va être cultivée, et après on va l'insérer dans l'ADN de la plante, et donc ça va être une mutation aléatoire, c'est-à-dire qu'elle va venir s'insérer de façon complètement aléatoire. Donc l'humain n'a pas son rôle à jouer là-dedans. Ce qui se passe avec les NTG, c'est qu'on parle de mutations ciblées, et donc c'est ça qui définit les nouvelles techniques génomiques, c'est qu'on a notamment développé des techniques qui sont fantastiques et qui ont donc plein d'applications dans le milieu de la santé notamment, qui est notamment l'utilisation d'un ciseau moléculaire qui s'appelle CRISPR-Cas9, et donc qui est le fait qu'il va pouvoir identifier très précisément dans le génome directement de la plante cette fois, là, le gène ou les gènes qui sont intéressants et les modifier directement. Mais ce qui se passe, c'est que ça va créer un nombre d'erreurs génétiques potentielles tant sur le site que hors site. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ADN, donc c'est une double hélice qui est composée de plein de petits nucléotides. À partir du moment où une base, donc un nucléotide, est changé, par exemple, il peut avoir des mutations et donc qui s'expriment à l'échelle d'un gène absolument énorme, et donc qui sont tant maîtrisés que non maîtrisés, quoi. Parce que si je comprends bien, c'est ce que fait la nature en temps normal, sauf que nous l'accélérons pour essayer de cibler, sauf que malgré tout, qu'on accélère ce processus, modifier un gène qui a peut-être pour vocation de rendre la plante plus résistante en période de canicule, par exemple, peut avoir des effets, d'autres effets qu'on ne peut pas savoir. Par exemple, peut-être, je ne sais pas, augmenter la taille des racines, qui veut dire que pour essayer de capter un peu plus d'eau, sauf que ça va peut-être abîmer le dessus, qui va pas. Enfin voilà, c'est tellement large qu'aujourd'hui, moi je me demande où est-ce qu'on en est en termes d'études, en termes de recherche au niveau des NTG. Est-ce que c'est quelque chose qui est maîtrisé, qui peut être maîtrisable, ou alors qu'au contraire, c'est ouvrir une nouvelle boîte de Pandore qui fait que, dans un court terme, c'est intéressant parce qu'on a vendu tel type d'espèce, mais qui malheureusement, peut-être à moyen ou long terme, peut saccager complètement une culture ou peut saccager les cultures voisines. C'est ça tout l'enjeu en fait. Hein. Et tu me disais qu'est-ce qui a changé en fait entre avant et maintenant. C'est qu'on dit, en fait, avant, les OGM, effectivement, on ne pouvait pas mesurer les risques parce que on apporte un ADN étranger. Mais maintenant, finalement, ce qu'on fait, ça n'est que modifier la plante en tant que telle. Et donc, il n'y a pas de risque, ni pour la santé, ni pour l'environnement. Et en fait, tout le cadre régulatoire européen existant jusqu'à aujourd'hui, comme je disais, il ne dit pas non aux OGM, il dit juste, on va évaluer les risques quand même pour la santé et l'environnement. Vous allez produire des études. Vous allez nous montrer que les études en laboratoire sur champ et tout ça montrent qu'en fait, effectivement, il n'y a pas de contamination des espèces voisines, il n'y a pas d'impact pour la santé quand on consomme ce produit-là. Et donc, l'enjeu aujourd'hui des firmes agrochimiques, c'est de dire, en fait, ces nouveaux NTG, la modification qui est faite, elle est extrêmement ciblée sur le gène qui a telle fonction, mais il n'y aura aucun autre risque, puisqu'en fait on sait ce qu'on va bouger, on sait ce qu'on va changer, donc zéro risque pour la santé, zéro risque pour l'environnement, donc pas d'examen préalable, voilà, c'est comme si vous pouvez en fait conduire sans permis de conduire, quoi. Voilà, peu importe. C'est ça l'enjeu actuel, et donc c'est ça qu'on essaye de séparer tout à fait les nouvelles techniques génomiques des anciens OGM. Où est-ce qu'on en est en termes de texte? Que veut faire l'Europe actuellement? On sait que on a actuellement à la tête du Parlement européen des élus, des parlementaires qui ont basculé beaucoup plus en tant que conservateurs, extrême droite et droite radicale, qui désirent perpétuer le plus possible le système économique et saper le Green Deal, saper toutes les évolutions, toutes les avancées en matière d'écologie. Où est-ce qu'on en est justement dans ce débat sur la modification? Qu'est-ce qu'ils veulent changer dans les textes? Donc en fait, la proposition de la Commission européenne, elle date de juillet 2023. Donc je disais, un fort lobby de l'industrie, on va déréguler. Donc en gros, c'est plus d'évaluation des risques pour la santé et l'environnement au cas par cas. Entre guillemets, même pas d'évaluation des risques sur l'enjeu global par rapport au vivant, de modifier comme ça la biodiversité. Plus d'étiquetage. On va juste étiqueter les NTG à l'endroit des semences, c'est-à-dire dans le premier stade. Donc pour les producteurs, ils vont savoir si c'est des NTG ou pas, mais le consommateur, il n'en sera rien. Ça passera incognito.
plus de traçabilité, donc pas de responsabilité une fois que c'est mis dans l'environnement. Et ça, oui, juste, on a oublié de le préciser. En fait, ce qu'ils ont fait très malin au niveau de la Commission européenne, c'est qu'ils ont dit, en fait, on va distinguer deux catégories de NTG. On va distinguer les NTG 1, ceux qui contiennent moins de 20 modifications des nucléotides, et les NTG 2, ceux qui comprennent plus de 20 modifications. Et donc, si c'est un NTG1 moins de 20 modifications, finalement, on se rapproche assez fort de ce qui pourrait se passer dans la nature par la sélection naturelle, sauf qu'on va beaucoup plus vite, mais voilà. Voilà, ça ressemble à ce qu'on pourrait retrouver naturellement dans l'environnement. Si c'est plus que 20, ça ressemble un peu moins. C'est très aléatoire, ça repose sur rien de scientifique. L'ANSES l'a dit, il n'y a aucun fondement scientifique. Pourquoi 20 nucléotides? Ils auraient pu dire 3, 4 ou 80. Parce que dans une plante, il faut quand même savoir qu'il y a 20 000 gènes. D'accord? Et donc, si c'est plus de 20 nucléotides qui sont modifiés, à ce moment-là, on va avoir une évaluation des risques, un étiquetage. On retombe un peu dans la réglementation OGM, qui est celle qui existe jusque maintenant, quoi. Et donc, où on en est au niveau des textes? Proposition de la Commission européenne, NTG1, NTG2. NTG1, boum, libre de droit, on y va comme ça. NTG2, attention, donc on garde un peu les mêmes règles qu'avant, un peu simplifiées. Et puis, ce texte, en fait, il a été très, très vite discuté au niveau du Parlement. Il y a eu vraiment un empressement. Il faut savoir que comme les NTG, ils sont autorisés dans toutes les autres régions du monde, les autres grandes régions agricoles, hein, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Inde, Japon, enfin voilà, il y a cette course et en fait cette envie d'avancer de l'Europe qui croit toujours qu'elle doit faire comme les autres, hein, qui n'a pas encore compris qu'elle pouvait avoir une agriculture qui se met sur d'autres lignes en fait, hein, sur d'autres compétitivités que celle du rendement et de la croissance. Et donc le Parlement européen, bon, fort heureusement à l'époque c'était pas tout à fait le même Parlement que maintenant, c'était avant les élections, donc il était un petit peu moins conservateur que maintenant, donc il y a beaucoup d'amendements qui ont été proposés par certains partis. Et donc, c'est quand même par rapport à la proposition de la Commission européenne, une position un peu moins malheureuse, j'ai envie de dire, puisqu'elle prévoit un étiquetage des NTG, en fait, du producteur jusqu'au consommateur. En fait, les grandes entreprises, elles savent, les citoyens, ils n'en veulent pas des OGM, en fait, ou des NTG, ils n'en voudront pas. Le jour où ils comprendront que les NTG, c'est comme les OGM, ils n'en voudront pas. Et donc, le Parlement a quand même su mettre un amendement qui est d'avoir un étiquetage tout au long de la chaîne, mais il n'y a pas d'évaluation des risques. Donc on reste encore à pouvoir mettre sur le marché des produits sans avoir fait une évaluation des risques. Ça, c'est la position du Parlement. Et puis ça a commencé, ça a été terriblement compliqué, on y reviendra après, par rapport à la question des brevets. Parce qu'en fait, il y a eu tout à coup une prise de conscience que, oui, mais en fait, le problème, c'est que ces NTG, ces OGM, on voit aux États-Unis, ils sont brevetés. En fait, en Europe, il y a des demandes de brevets aussi qui existent sur ces techniques. Et donc, en fait, finalement, les semences, elles vont coûter beaucoup plus cher. Oui, mais finalement, quelqu'un qui va utiliser, en fait, via justement des processus de sélection naturelle, qui va se retrouver avec les mêmes traits, en fait, dans ces variétés, en fait, il va devoir payer des royalties parce qu'il y a des brevets. Et donc là, tout à coup, il a commencé à y avoir un peu de tension. Et donc, c'est comme ça que la proposition, elle a mis beaucoup de temps plus de temps à être adoptée au niveau du Conseil. Mais le Conseil a néanmoins adopté sa position en mars dernier. Qui est une proposition qui ne prévoit pas l'étiquetage jusqu'à la fin du cycle, donc jusqu'au consommateur, qui ne prévoit pas d'évaluation des risques non plus. Ce qu'elle prévoit d'un peu plus intéressant, c'est le opt-out, donc cette faculté pour les États membres qui n'en veulent pas de pouvoir dire non en fait à ces NTG. Mais sinon, c'est une proposition qui est aussi extrêmement mauvaise, quoi. Et donc maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a 3 textes et les 3 institutions européennes doivent se mettre à table. Ça s'appelle le trilogue, vous avez déjà entendu parler dans d'autres dossiers. Ils doivent se mettre à table et aboutir à une position commune. Quand on pense à l'Europe, on sait toujours que c'est un petit peu loin, que ça ne se discute plus du tout avec une influence belge, mais quelle est la position de la Belgique par rapport à cette dérégulation ou cette régulation? Est-ce qu'aujourd'hui le nouveau gouvernement, Wallonie-Bruxelles ou encore le gouvernement fédéral s'en est mêlé? Quelle est sa position? Alors en Belgique, vous savez, notre pays, il est complexe, hein. Il y a peut-être des Français ici, mais donc les compétences, elles sont partagées entre le niveau fédéral et le niveau régional. Et en plus, sur ce dossier, à la faveur justement de tout le brouhaha qu'il y a eu dans les années 2000, c'est une compétence aussi qui est partagée entre l'environnement, la santé et l'agriculture. Justement parce qu'il y a une prise de conscience qu'en fait ces OGM, ils avaient un enjeu en fait multifacette par rapport à la société. Et donc aujourd'hui, quand la Belgique va à l'Europe pour s'exprimer sur un dossier OGM, il faut mettre autour de la table tout le monde avant et se mettre d'accord. Et c'est la technique du consensus, c'est-à-dire que si tout le monde n'est pas avec la même position, la Belgique s'abstient. Et donc jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'en mars 2025, la position a toujours été celle de l'abstention parce qu'il y avait principalement la Wallonie qui était tout à fait contre
les OGM, et j'ai envie de dire tout ministère confondu et tout parti politique confondu. En Flandre, c'est là où ils ont les firmes de biotechnologie, donc ils ont un intérêt déjà beaucoup plus prégnant en fait pour ces techniques. Mais donc voilà, pas d'accord et donc pas de position. Mais il y a eu une volonté à un moment d'avancer, de décoincer les choses, et donc la Belgique a finalement dit au Conseil en mars 2025 oui à la dérégulation, à la proposition qui est sur la table, la proposition du Conseil, si au bout du compte, dans le texte de consensus qui aboutira, on ne sait pas quand, il y a l'évaluation des risques, il y a l'étiquetage du producteur, enfin depuis le producteur de semences jusqu'au consommateur, il y a une traçabilité, il y a une responsabilité des acteurs, il y a une interdiction des NTG1 pour les plantes qui sont résistantes aux herbicides et aux insecticides. Et elle a mis comme ça une série de balises. En fait, c'est les mêmes que celles qu'on demande nous. Donc elle a repris le texte de la société civile, très bien, fine. Sauf qu'en attendant, elle a dit oui au Conseil, et donc le texte du Conseil, il ne reprend pas ces conditions-là. Donc en fait, on s'est retrouvé devant un truc encore, mais franchement, si un jour on fait une compilation de tous les compromis à la belge, à mon avis, celui-là, il peut être haut dans le... Mais donc on a dit oui à condition que, mais si ces conditions ne sont pas remplies, le oui compte quand même, en quelque sorte, puisque le oui a été donné. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a dit le oui, donc maintenant ça se négocie en trilogue. Et si le texte final qui aboutit ne contient pas ces balises, ce qui ne contiendra pas, la Belgique doit dire non. Au Parlement, à ce moment-là? Non, elle doit dire non au texte. Donc au Conseil, la Belgique dira je m'abstiens, en fait, les conditions que j'ai demandées ne sont pas réunies. Mais sauf qu'entre-temps, le texte, il avance. Et que même si la Belgique dit non à ce moment-là, il y a fort à penser qu'il y aura une majorité qualifiée des autres États membres et que le texte passera quand même, en fait. On va revenir à toi, Mathilde, dans quelques instants. Ne bouge pas. J'ai envie de creuser 2-3 choses sur les risques et les incertitudes. Tu as parlé de brevets, ça m'a interpellé, la question des brevets. Comment est-ce que les agriculteurs peuvent être potentiellement impactés par cette problématique des brevets aujourd'hui? Parce que j'essaye un petit peu de comprendre. À partir du moment où une graine appartient, ce type de graine, voilà, je sais pas, moi c'est... j'ai des fraises de Ronquière, par exemple, et ces fraises-là, il s'avère qu'il y a une plainte qui arrive de nulle part en mode « Ah, cette espèce de fraise, désolé, elle est américaine ». Dans quel genre de circonstances, alors que peut-être que le producteur de fraises, il se dit mais non, pas du tout, moi c'est les mêmes graines que j'utilise. Comment est-ce qu'en fait on peut se retrouver dans une situation où exactement, c'est effrayant parce que je suis en train de me projeter un peu dans l'avenir, la production alimentaire belge et européenne pourrait se retrouver non plus entre les mains des producteurs et des agriculteurs, mais entre une ou deux firmes. Alors c'est déjà le cas pour plein de choses, mais où à partir du moment où ils vont commencer à produire, on va leur toquer à la porte en disant vous nous devez au moins 20% de votre chiffre d'affaires. Est-ce que je peux expliquer un petit peu cette mécanique où même des gens qui ne s'y attendent pas peuvent se retrouver tout d'un coup avec une production qui n'est pas supposée être la leur? Oui, c'est très compliqué. En fait, la question de la brevetabilité, donc, c'est obtenir des droits de propriété, en fait, soit sur une technique, sur l'invention. Par exemple, la technique dont parlait Mathilde, CRISPR-Cas9, c'est une technologie qui a été développée par 2 personnes qui l'ont fait breveter. C'est des chercheuses, des femmes, mais qui ont déjà octroyé les licences aux grandes firmes agrochimiques, quoi, à Bayer, Monsanto et à Syngenta, Chemchina. Et donc ça leur confère en fait une exclusivité pour pouvoir utiliser la technique. Donc déjà aujourd'hui, la technique des NGT, la technique principale, finalement, elle est déjà aux mains de certains, uniquement. Et ces firmes qui produisent les semences. Et donc si quelqu'un veut utiliser la technologie, déjà, il doit payer les droits. Donc, déjà, on dit qu'en fait, les petits obtenteurs, ceux qui travaillent, les spin-offs, les petites sociétés, elles pourront développer elles-mêmes leur nouveau NTG et qu'en fait, c'est un avenir même économiquement viable pour les firmes et les inventeurs en Europe. C'est faux parce que déjà, ils vont devoir payer pour utiliser la technique. Et puis après, il y a la question du trait, du gène. Et en fait, effectivement, il y a différents droits de propriété qui existent. On peut protéger une plante, c'est-à-dire obtenir le droit d'exclusivité d'utiliser une variété végétale, c'est les certificats d'obtention végétale. Et finalement, alors qu'au départ, on ne pouvait pas breveter le vivant, dans les faits, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a énormément de demandes de brevets qui ont été déposées en fait, pour des traits, des gènes et finalement en fait, des plantes. Et donc, ce droit, ce monopole, en fait, grâce au brevet, mais il permet d'aller effectivement toquer à la porte non seulement du producteur, mais aussi du transformateur, en fait, de tous les acteurs de la chaîne
qui auront utilisé ces organismes qui ont été modifiés génétiquement et de demander des royalties en fait, donc de demander de payer tout simplement. Donc je produis de la sauce spaghetti bolognaise avec de la tomate. Oui. Je suis celui qui commande des tomates un peu à gauche à droite et si le producteur n'avait pas paye ses royalties, moi avec mes spaghettis bolognaises, on peut venir toquer à ma porte parce que je dois de l'argent pour la production initiale. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je veux faire ma ferme, mon agriculture bio tranquille, je veux faire pousser des tomates et faute à pas de bol, à côté ils utilisent des NTG et il y a le vent, il y a les abeilles, il y a les mouches et ça pollinise ma production bio, elle est plus bio. Je veux dire, on fait quoi? On va profiter le vent et les abeilles, je vois pas comment est-ce qu'on peut ne pas avoir une sorte de perte de contrôle sur la production. Vous pouvez peut-être un peu donner votre avis là-dessus. Complètement, à partir du moment où les OGM, les nouveaux OGM arriveraient par exemple en Europe, l'agriculture biologique ne pourrait même plus exister. En fait, ce serait la fin de l'agriculture bio, tout simplement. Comme tu dis exactement, il y a la dissémination des semences et autres, les pollinisateurs, on peut pas les contrôler. Donc en fait, oui, c'est une controverse intéressante. Moi j'ai envie de revenir là-dessus sur la question agriculture bio et nouveaux OGM ou OGM. Parce qu'en fait, c'était absolument intuitif pour tout le monde, fin des années 2000, que forcément, les OGM dans le bio, c'était pas possible. Parce que ceux qui faisaient du bio, ceux qui consommaient du bio, ils consommaient... C'est pas seulement que c'est une production qui n'utilise pas de pesticides, c'était aussi... C'est le bio dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. C'est le bio dans toute sa valeur sociétale, pour la santé, pour l'environnement, pour la biodiversité, pour la rémunération des acteurs du bio. Le bio d'aujourd'hui, vous le savez, c'est plus le même. Le panorama, il a fort évolué. On a des grandes entreprises qui produisent sans utiliser de pesticides, qui sont bio, qui n'ont pas du tout ces mêmes aspirations. Et donc, un des débats qu'il y a eu aussi, il y a eu beaucoup de questions il y avait beaucoup de controverses autour de la nouvelle réglementation, mais c'était aussi, est-ce qu'on doit autoriser en fait le bio dans les OGM? Et il faut savoir que aujourd'hui, la fédération, les acteurs du bio, ils ont tellement évolué que oui, il y a beaucoup d'acteurs bio qui revendiquent de pouvoir avoir accès à ces nouvelles technologies génomiques. Il y a des chercheurs, il y a des gens qui disent, mais en fait, pourquoi est-ce que vous voulez priver le bio d'avoir accès à ces ressources, justement, si elles vont permettre d'avoir des productions, je ne sais pas, par exemple, avec les OGM, on a pu produire du blé avec des tiges beaucoup moins hautes, d'accord? Et en fait, ils disent, mais pourquoi est-ce que... ils n'auraient pas droit en bio d'utiliser aussi du blé avec des tiges moins hautes, donc qui sera moins sensible au vent, aux catastrophes naturelles. En fait, vous, quasi Nature et Progrès, vous êtes des extrémistes en fait à dire qu'on ne peut pas accepter les NTG dans le bio. Et donc, c'est là où on voit, il y a vraiment une évolution, quoi. En Allemagne, au Danemark et autres, le secteur bio, une frange du secteur bio se réclame d'avoir le droit d'utiliser les NTG en bio. Donc voilà, ça a fait l'objet des discussions, mais heureusement, à ce jour, heureusement, parce qu'il faut quand même voir les choses positivement, tant le texte du Parlement que celui du Conseil ou de la Commission continuent d'exclure les NTG dans le bio, c'est-à-dire intentionnellement, mais comme on l'a dit, il va y avoir tout ce qui est la pollution non intentionnelle, la contamination, et donc là, ça nous échappe en fait. Donc ça veut dire, Mathilde, si tu veux rajouter par rapport à cette info, donc cette assertion, cette vision d'avoir ta plantation bio et ton voisin qui utilise des NTG, tu te fais parasiter, c'est pas possible que ta plantation, en fait, ton agriculture bio subsiste en quelque sorte. Tu vas d'office avoir une variété d'une année à une autre, ça va changer jusqu'à ce que ça prenne complètement, ça remplace littéralement. Est-ce que ça peut faire l'inverse, l'effet opposé ou pas? Non, malheureusement. Il faudrait qu'il y ait plus de bio en quelque sorte pour... Qu'est-ce que tu penses de ça alors à partir de ce moment-là? Et comment tu expliques justement que ce soit un sujet qui n'est absolument pas abordé? C'est une très bonne question. Je voulais d'abord revenir en proposant un exemple justement. Il n'y a pas très longtemps, il y a un agriculteur qui s'est fait attaquer par Monsanto pour parler des contaminations justement. Donc un agriculteur de 75 ans qui a utilisé, je crois en 99, des semences de Monsanto et donc les pesticides forcément avec, et qui a décidé de s'en passer pour des raisons qui le regardent et s'est tourné vers d'autres industries semencières. Mais malheureusement, il y a eu des contaminations sur ses champs et Monsanto est venu le trouver justement et l'attaquer en justice. Et cet agriculteur a perdu et a dû payer 85 000 € dû à ça. Donc en fait, les contaminations, même si c'est... Par quelque chose dont il n'était pas responsable. C'est ça. Et qui en plus n'était pas sur le champ à côté, qui n'était sur des cultures précédentes. Donc c'est là où ça va encore un niveau plus loin.
Moi, je voudrais un petit peu venir sur cette notion. Je vous avais dit, lorsque nous étions en train de discuter et d'échanger, que un jour, j'avais dû animer un débat à l'école où je devais défendre les OGM. Et mon angle a été de dire, ah bah tiens, les OGM, vu qu'il y a un changement climatique et vu qu'il y a une transformation rapide du système en agriculture, avec malheureusement des arbres et des plantations qui vont disparaître dans le sud méditerranéen, en tout cas, qu'il va falloir remplacer par autre chose, je m'étais dit, bon bah ça peut être sympa, pourquoi pas les NTG avec des événements climatiques extrêmes pour résister à la canicule, résister à une abondance d'eau, résister à des gros aléas, éventuellement résister, je ne sais pas, moi, tout d'un coup, à un petit insecte qui ne serait pas supposé être là, qui arrive et qui ravage tout, puisqu'on a bien vu que le changement climatique nous amène des moustiques tigres. Je suis d'origine sénégalaise, c'était normal pour moi de voir des moustiques tigres. Je voyais ça au Sénégal, ça m'impressionnait de voir des petites boules blanches. Là, je les vois ici, c'est devenu normal. Est-ce que peut-être les NTG, je fais l'avocat du diable, ne pourraient pas nous prémunir de ce genre d'espèces invasives ou d'autres événements climatiques ? Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que c'est la promesse qui est tenue par les firmes depuis plus de 30 ans, de façon soit directement plutôt les stress environnementaux sur les nouveaux OGM. Maintenant, on parle de réchauffement climatique parce que ça parle plus. La réalité, c'est que 99% des OGM qui sont commercialisés, c'est des OGM qui sont résistants à des pesticides ou des insecticides. Donc en fait, on les attend toujours. On peut en observer, je crois, il y a un exemple aux États-Unis justement où ils auraient développé un blé ou un maïs, je ne sais plus, qui serait résistant à la sécheresse, par exemple. Au final, quand ils l'ont mis en culture, les rendements étaient catastrophiques et ils résistaient même pas si bien à la sécheresse. Donc en fait, on les cherche toujours, les exemples, montrez-les-nous parce qu'ils ne sont pas là, quoi. Ils s'arrêtent justement soit en laboratoire, soit sur des petites parcelles tests, mais commercialisés vraiment purement, non, ça n'existe pas. Et surtout, ce qu'il faut comprendre avec du coup les nouveaux OGM et la résistance du coup aux stress environnementaux, notamment par exemple prenons le cas de la sécheresse, c'est qu'en fait ce sont des traits, des caractéristiques qui sont dits polygéniques, donc c'est-à-dire qu'en fait ils sont codés par un ensemble de gènes. Or, on vient de dire que donc les nouveaux OGM, la technique de production, c'est des modifications qui sont très ciblées. Et donc en fait, dans les faits, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas les modifier à plein d'endroits dans le génome et réussir à identifier précisément tous les gènes responsables de la sécheresse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un organisme, avant tout, la meilleure façon pour lui de résister à ces stress-là, c'est prendre le temps d'être sélectionné par la sélection conventionnelle. Et c'est vraiment la meilleure façon. C'est vraiment une réaction de l'organisme en entier. Ça ne se joue pas qu'au niveau génomique. En fait. J'ai l'impression que tu me parles en fait de deux manières de faire. Soit c'est le lièvre, soit c'est la tortue. Soit on prend le temps de sélectionner peut-être sur un travail d'une dizaine d'années qui permet d'avoir en bout de course quelque chose qui est résistant et par sélection naturelle, on voit tiens j'ai planté des fraises là, elles ont du tout l'été, je vais retester le truc et faire une sorte d'expérience sur du long terme. Mais qu'aujourd'hui l'industrie veut faire du cash très rapidement, elle est toujours dans cette notion de croissance, donc comment est-ce que je vais maximiser mes rendements et maximiser mes profits dans un court instant. Et donc c'est un peu ça cette idée, c'est ok, on cible un truc, rapidement on le vend à tout le monde, on fait une nouvelle promotion marketing jusqu'à qu'on sorte comme l'iPhone chaque année, la fraise 1, la fraise 2, la fraise 3, de nouvelles variétés pour continuer en fait en quelque sorte à essayer de gagner un maximum d'argent en un minimum de temps. On joue à l'apprenti sorcier, en fait, très clairement. Ouais, c'est vraiment ça, c'est l'apprenti sorcier. Et c'est de l'escroquerie, en fait. C'est faire croire que ça va permettre, par exemple, de résister à la sécheresse. Mais, je sais pas, une année n'est pas l'autre. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est assez flagrant en Belgique, en plus. Donc, on va faire une variété qui va être résistante à la sécheresse au premier stade, par exemple, de sa maturation. Sauf que c'est pas de chance, en fait. L'année prochaine, le printemps, il est humide. Et finalement, toute la récolte, elle est par terre. Donc, en plus, aujourd'hui, les aléas climatiques sont à ce point extrêmes que prédire que juste modifier un gène qui va permettre le développement de ceci, cela à tel moment, mais en fait, on ne sait pas comment la nature et le climat vont être l'année suivante. Donc, c'est tout à fait illusoire de croire qu'on va résoudre la question. Et puis, par rapport, les questions climatiques aussi, c'est toujours la question du rendement qui est liée, c'est-à-dire, bon voilà, changement climatique, donc ça va produire moins, et donc il faut trouver comment garder ces rendements. Mais l'enjeu pour l'agriculteur, il n'est pas au niveau du rendement, et ça, tous les agriculteurs de Nature et Progrès, ils le disent. Le problème, il n'est pas au niveau du rendement en agriculture, il est au niveau des prix. Il est comment est-ce qu'on va vivre de son travail. Il n'est pas est-ce qu'on va produire une tonne en plus à l'hectare, ou je sais pas, je dis une tonne, ou 100 kilos, ou 300 kilos. Et donc, c'est aussi un narratif, en fait, que l'industrie semencière
avec lequel elle nous bassine tout le temps. C'est la question du rendement, produire plus, produire mieux. En fait, l'enjeu, il n'est pas là pour les agriculteurs. Qu'est-ce que cette bataille dit de notre rapport au vivant actuellement ? Une grande arrogance, hein, non ? On veut tout maîtriser, on veut tout, on va même changer la génétique. Enfin, je pense que elle dit que nous on sait que l'homme est au-dessus de ce que la nature fait à son rythme, j'ai envie de dire. Moi, c'est assez évident. Parce qu'en fait, autour de tous ces débats sur les OGM, il y a aussi quelque chose d'éthique, en fait. Hein, pour qui on se prend, en fait, nous, une espèce parmi d'autres dans l'humanité, de se dire, mais en fait, nous, non, mais là, en fait, toute la biodiversité, là, on va la changer, en fait. On va faire beaucoup mieux que ce que la nature fait. Donc oui, pour moi, une extrême arrogance. Mathilde. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que la nature, elle a toujours fonctionné sans nous. Elle fonctionne très bien. C'est le principe de la sélection naturelle. Donc certes, il va y avoir des aléas qui vont devenir beaucoup plus aléatoires et peut-être beaucoup plus intensifs. Mais elle a été là avant nous et elle sera là après nous. Donc oui. Maintenant, moi, je suis en train de me dire, ça paraît gigantesque et énorme. On a des citoyens belges qui sont ici dans la salle. Merci à vous d'être là, d'ailleurs. Qu'est-ce que chaque personne qui est ici pourrait faire à son échelle pour faire avancer cette question, pour faire un travail de vigilance et vérifier un petit peu, enfin, essayer de mobiliser peut-être par rapport à l'Europe, et surtout, qui sont, je vais être très cash avec vous, les ennemis à abattre? Qui sont, on va dire, les maîtres penseurs qui veulent absolument faire passer les nouvelles techniques génomiques par tous les moyens à l'échelle européenne et peut-être même dans le reste du monde et qui essayent en fait, de tout privatiser en quelque sorte. S'il fallait identifier les personnes pour que chaque personne se dise ok, ce sont eux qui sont en train de jouer à ce jeu-là, et qu'est-ce que chaque personne ici dans la salle pourrait faire à son échelle? À la fois, on pourrait se dire que c'est simple, parce que finalement, c'est les mêmes à abattre pour plein d'enjeux différents. C'est-à-dire que par rapport aux pesticides, on sait qu'il faut abattre, hein, Bayer, Monsanto, et en fait, par rapport aux NTG, c'est les mêmes. Oh, tiens, ça tombe bien, finalement, c'est plus facile. Bon, sauf qu'en fait, ils passent très incognito, ils sont très loin de nous. Je sais pas, vous avez déjà vu des camions qui se promènent Bayer, Monsanto sur les routes, mais pourtant, je peux vous dire qu'ils en transportent des produits. Mais en fait, il y a une opacité, il y a une invisibilité en fait de ces acteurs, sauf au niveau des instances européennes. Là, je peux vous dire qu'ils sont bien là, ou auprès du monde politique. Mais donc oui, ce sont les mêmes acteurs dont on entend tout le temps parler, de plus en plus concentrés, ils ont un monopole énorme. Par exemple, aux États-Unis, où le brevetage sur les vivants est encore bien plus avancé que chez nous, il y a 3 firmes agrochimiques qui ont 71% de toutes les semences en fait aujourd'hui commercialisées et utilisées dans le monde. Et de l'agrochimie. Oui, voilà, évidemment, et qui en même temps évidemment développent les outils chimiques qui vont avec. Donc voilà, ceux à abattre, c'est ceux-là. Mais bon, évidemment, c'est assez compliqué de les abattre. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours la même chose, c'est toquer à la porte de nos politiques. Mais je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est en parler. Et donc moi, je suis ravie que tu sois là, Vince, aujourd'hui, pour nous interviewer. Et j'espère que voilà, ceux qui sont venus pour filmer, mais ça va permettre de faire parler, en fait, de cette thématique, de cet enjeu. Le problème, c'est qu'au niveau politique, ils ont déjà été très, très, très vite. Donc ce qu'il faudra, à mon avis, arriver à maintenir, c'est cette clause de opt-out, donc cette possibilité pour les États membres qui n'en veulent pas de dire non. Et à ce moment-là, faire du forcing auprès de la Belgique et des régions, puisque c'est une compétence régionale, pour dire les NTG, on n'en veut pas chez nous. Mais c'est vrai que le processus est déjà très, très, très fort avancé au niveau européen. Maintenant, comme ils sont encore appelés à se mettre autour de la table et à discuter à 3, ben oui, nos parlementaires, en fait, il ne faut pas les lâcher, quoi. Et donc, il y a une campagne qui existe. On attendait la fin là, de Valériane pour mettre ça sur nos réseaux, mais effectivement, d'écrire aux parlementaires belges à l'Europe, aux parlementaires français à l'Europe, pour les Français qui sont là, pour leur demander de ne pas voter le texte s'ils ne comprennent pas toute une série de balises dont on a parlé avant. Écrire aux parlementaires, ça peut être utile. Cibler les parlementaires, parce que ça se discute au Conseil, mais éventuellement. Non, donc c'est ce que je disais, maintenant les 3 institutions se mettent à table. Donc c'est-à-dire que le texte qui va sortir, ce serait un texte commun du Conseil, du Parlement et de la Commission. Il y a des parlementaires réceptifs, des parlementaires belges réceptifs à qui on peut écrire maintenant. Oui, il y en a, mais ceux qui sont réceptifs, c'est pas ceux-là qui... Enfin oui, je veux dire, ceux qui sont réceptifs, ils savent déjà qu'il ne faut pas y aller s'il n'y a pas telle et telle balise, mais le problème, c'est les autres, quoi. Et bon, ben voilà, ça ne sert même à rien que je vous dise quelles parties sont pour et quelles parties sont contre, parce que je pense que vous le savez déjà. Est-ce que vous avez un mot de la fin, des choses que vous voulez préciser avant qu'on passe aux questions du public ?
Je trouve en conclusion qui va bien avec le Festival RN, justement comment agir en tant que citoyen, donc interpeller les politiques, mais c'est se réapproprier son alimentation et comme on l'a compris, les OGM sont intimement liés avec les industries de pesticides, donc c'est arrêter de leur donner de l'argent à eux et manger bio, manger local et durable. Oui, c'est vrai. Je pense que les gens qui sont ici sont déjà là-dedans et que l'idée c'est d'en parler, de contaminer vos voisins. De cette façon de consommer et d'être citoyen actif. Alors, moi, je suis toujours ennuyée par rapport à tout ça parce que je trouve que ça pose la question de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective. Et pour moi, autour de tous ces enjeux, la responsabilité collective, c'est-à-dire politique, elle est bien plus importante que celle des citoyens. Mais ça dépend quels citoyens. Et je pense que tous ceux qui sont ici, sans doute, vous avez les moyens, on va dire, et l'accès à l'information, à la sensibilisation sur ces enjeux pour effectivement consommer bio, venir au Salon Valériane et tout ça. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas dans toutes les franges de la population, avec les populations les plus précarisées. Mais c'est là où il n'y a même pas l'accès à la conscience, à l'information là-dessus, sur ces enjeux. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, ouais, je veux continuer à taper sur le clou de la responsabilité collective et politique, même si la responsabilité individuelle chez ceux qui sont conscients, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont conscients et qui néanmoins ne consomment pas bio, ne consomment pas local, voilà. Donc ceux-là, effectivement, ils peuvent faire un pas en plus. Pour moi, vous êtes un petit peu comme des lanceuses d'alerte. Souvent, on n'entend pas parler d'une affaire jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui décide d'en parler et de mettre ça sur les réseaux sociaux pour réveiller plein de gens sur la question. Ça se produit dans le cadre de l'énergie, dans le cadre des pesticides, il y a vraiment, et de plus en plus. Donc j'espère que votre message va être entendu. Plus que ça a été filmé. N'hésitez pas, vous aussi, vous avez un rôle politique qui est très important à jouer. Parlez-en autour de vous, demandez un petit peu, tiens, les OGM, ça te dit quoi? Certainement qu'on va vous dire, oh, c'est les histoires du passé. Ça, à votre tour d'embrayer en disant, non, c'est extrêmement actuel et plus actuel que ce que ça ne l'a jamais été. Merci Virginie, merci Mathilde. Nous allons passer aux questions du public et je vais bien sûr vous laisser répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main. Est-ce qu'on a quelqu'un qui va se balader avec le micro? Ah, super, juste ici. Je vais déjà donner le micro 3, visiblement c'est le meilleur. Ah, c'est celui-là. Voilà, super. Donc si vous avez des questions par rapport aux OGM, les NTG, faites-vous plaisir. Le monsieur qui est là, merci. Oui, je crois qu'on ne peut pas... Il y a plein de sujets à aborder à partir de ce que vous venez de dire maintenant. Tout est lié, comme on dit. C'est quasiment ça. Le problème de fond, c'est que de plus en plus, on met l'économique avant l'environnement et la santé. Ça, c'est vraiment la question de fond, à mon avis. Mais l'économique à l'extrême. Diminuer sa consommation, ça devient très difficile aujourd'hui. C'est même irrecevable pour les citoyens que nous sommes, quelquefois, pour certains, tout au moins. Moi, je me pose vraiment des questions parce que c'est drôlement compliqué ce que vous venez de dire par rapport pour les consommateurs. C'est abominable. C'est abominable. Sauf si on fait son petit potager, un jardin partagé, etc., comme c'est mon cas. On sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on met dans l'assiette. Oui, ça c'est sûr. Mais ce que font les politiques, les décisions qui sont prises, le Mercosur qui arrive... Oh là là, mais c'est d'une complicité énorme. On ne maîtrise plus rien. On a du mal à maîtriser aujourd'hui. Au niveau du discernement, des choix à faire, c'est drôlement compliqué. Voilà, c'est un peu un ressenti que je voulais partager. Oui, mais vous avez raison de le dire. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et j'ai envie de dire, mais sur le volet économique, je trouve que c'est plus vicieux que ça. Parce qu'à la fois, c'est pas qu'on met l'économique en avant. Parce qu'en fait, on est en train de se tirer une balle dans le pied complètement, quoi, au niveau économique. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils n'ont jamais été aussi en détresse qu'aujourd'hui. Et donc, pourtant, c'est un secteur économique, mais c'est juste qu'il y a une vision très court terme, je pense. C'est même pas une vision économique avec une perspective de long terme de quel projet de société, de comment on veut vivre en société. C'est les intérêts, c'est plutôt l'intérêt des plus grands. Mais c'est pas... parce que l'économique, ça pourrait être l'économie de tout un chacun. Et l'économie des agriculteurs en premier, mais c'est même pas le cas, parce qu'ils vont être les premières victimes en fait. Si cette dérégulation est votée, c'est eux qui vont en faire les frais en premier. Et pas les agriculteurs bio et les autres aussi. Effectivement, leurs semences vont être de plus en plus chères, ça c'est certain, et ils vont être de moins en moins, ils vont avoir de moins en moins de maîtrise. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu des agriculteurs, c'est être autonome, le plus autonome possible. Et ils vont perdre encore plus en autonomie, en fait, avec ces nouveaux OGM.
Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ah, c'est bien, c'est que ça va l'air d'être très clair. À la fois, je vous sens... Ou trop complexe. Ou peut-être trop complexe. Je ne sais pas si jamais vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à certaines notions. Moi, j'essaie toujours d'imaginer par rapport à notre pouvoir politique. On voit bien où est-ce qu'on en est aujourd'hui, que ça s'effrite tout doucement mais sûrement. C'est l'ancien monde qui tend à résister. Je crois que si vous avez assisté à pas mal de discussions et pas mal de réunions aujourd'hui, on a un peu le même dénominateur commun, hein, c'est-à-dire que c'est la volonté de croissance économique le plus possible, dans un minimum de temps, un maximum de rendement, qui pousse à trouver n'importe quelle nouvelle technologie, n'importe quel usage, que ce soit de la 5G, de la 6G, de la 7G, etc., pour proposer simplement de nouvelles manières de consommer et d'enrichir une petite partie de la population. Mais maintenant, moi, c'est aussi ma question, c'est si on est un agriculteur, comment est-ce qu'on résiste par rapport à ça? Nous, en tant que spectateurs, on découvre un petit peu ces NTG, ces OGM. Qu'est-ce que vous attendez de chaque personne? Parce qu'en parler, faire le bouche à oreille, ok, ça va, c'est très intéressant. Mais on voit bien que c'est un sujet qui est minime. Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous qui vont avoir lieu? Est-ce qu'on peut s'inscrire quelque part pour suivre l'actualité en temps réel? Non, parce que c'est mignon, mais on n'est pas à l'abri que d'ici quelques mois, il y ait gros lancement d'alerte et qu'on ait une salle comble et que tout le monde se dise « Ah non, mais les NTG, c'est la nouvelle dinguerie, il faut absolument en parler ». Mais où est-ce qu'on pourrait s'inscrire pour rester au courant d'absolument tout? Ah, t'as plus de micro. J'allais dire juste avant tout Nature et Progrès. Je pense qu'on est une association qui peut donner énormément d'informations et alerter. Virginie fait un travail incroyable et est très présente justement sur les réseaux, dans les médias. Pour solliciter en cas de besoin. Mais c'est vrai que ça a été dur. Hein. Moi, des communiqués de presse sur les nouveaux OGM, je peux vous dire que j'en ai envoyé un paquet. Hein. Et j'en envoie sur les pesticides PFAS, il n'y a pas de problème, il est tout de suite repris dans la presse. PFAS, hop, boum, c'est bon, on en parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet. Mais NTG, pourtant je mets nouveaux OGM, parce que je me doute bien que NTG, les journalistes, ils ne savent pas ce que c'est non plus. Mais, donc voilà, je vois depuis 2 ans, je travaille sur ce dossier, il y a effectivement un intérêt, je sais pas, ça passe complètement sous le radar. Mais alors là, je disais, hein, c'est effectivement ce wording de l'industrie, d'avoir qualifié ça autrement et d'avoir négocié vraiment derrière les coulisses avec la Commission européenne, puis très très vite au niveau du Parlement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la société civile, les budgets, ils diminuent aussi, donc il y a de moins en moins d'acteurs. Moi, Nature et Progrès est la seule association en Belgique francophone à avoir travaillé sur le sujet des nouveaux OGM. Vous pouvez aller rencontrer tous les cabinets, ils vous diront, les seuls qui sont venus nous parler de ça, c'est Nature et Progrès, quoi. Et parce qu'il y a aussi de plus en plus de sujets, on en a parlé avant, quoi. Les enjeux aujourd'hui, ils sont énormes, il faut être sur tous les fronts. Et en fait, il y a de moins en moins d'acteurs qui sont mobilisés là-dessus. Pourtant, c'est un sujet sur lequel les syndicats agricoles, on est plus ou moins en phase. C'est-à-dire que ce soit la FOA ou la FJA ou la FUGEA ou l'UNAB, les revendications sont assez communes par rapport à ce dossier des NTG. Parce que justement, je pense que le monde agricole a compris le risque de perte d'autonomie. Alors que sur le dossier des pesticides, ça frite parfois un peu, hein, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Sur le dossier des OGM, on l'est plus. Mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Il n'y a pas de prise de conscience des risques, en fait. Ce qu'il y a, c'est que le travail de lobby des acteurs de l'industrie a été tellement bien fait de dire il y a 0 risque. Le ministre de l'Agriculture au fédéral, David Clarinval, il a dit non mais il n'y a pas de problème, hein, on n'est pas en train de mélanger un gène de fraise avec un gène de singe, hein, on est juste en train d'accélérer la modification et l'adaptabilité d'une plante, c'est tout, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Je me permets de vous poser une petite question rapide. On a parlé d'études et qu'on attend les études, mais qui produit les études? Parce que si on se retrouve dans le même système que toutes les études produites par les compagnies de pesticides, par les compagnies d'énergie fossile, par les producteurs, enfin voilà, je veux dire, à chaque fois on comprend que avant que l'université se mêle de faire une étude de quelque chose, il faut que ce soit déjà déployé. Généralement, quand quelqu'un se lance sur une étude, c'est parce qu'il a une commande, donc forcément il y a un petit biais derrière. Qu'est-ce que ça dit des premières études sur les NTG justement et des études actuelles? Parce que j'imagine qu'il y en a déjà, en quelque sorte. En fait, justement, il n'y en a pas tellement, quoi. On n'a pas assez de recul. Et c'est bien pour ça que l'enjeu majeur, c'est de demander qu'il y ait une évaluation des risques au cas par cas pour chaque nouveau NTG qu'on veut mettre sur le marché. C'est parce qu'on n'a pas de recul. Et donc, il n'y a pas de raison de se presser, prenons le temps. Mais c'est surtout un moment, comme tu disais, c'est quelle conception, en fait, quelle agriculture on veut.
on ne sera jamais compétitif par rapport à l'agriculture brésilienne ou américaine. Je veux dire, ça, je ne comprends même pas, quel que soit le parti, que les hommes politiques en Europe n'aient pas encore compris ça. On n'a pas les mêmes paysages, on n'a pas les mêmes règles sociales, on n'a pas les mêmes règles environnementales. On n'aura jamais une agriculture compétitive par rapport aux autres régions du monde. En termes de rendement, je veux dire. La compétitivité, on doit la mettre ailleurs. Mais il n'y a pas de volonté aujourd'hui de mettre cette compétitivité ailleurs. J'ai discuté avec le professeur Barret hier, il m'expliquait, il avait fait un voyage d'études en Suisse. En Suisse, ils ont bien compris où ils devaient mettre leur avantage compétitif. Hein. C'est une agriculture de proximité. Chaque vallée produit un certain type de fromage et on a un marché plus spécialisé. Mais voilà, au moins on a des producteurs qui vivent de leur production. Et donc, il faut qu'à un moment, en Europe, on sache aussi, et en Wallonie, en fait, quelle agriculture on veut. Mais tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, qu'on continue à aller au plus payant, hein, et aujourd'hui c'est la pomme de terre, enfin hier c'était la pomme de terre, donc du coup voilà, on a augmenté toutes les surfaces en pommes de terre en Wallonie, parce que c'est ce qui marche le mieux. De toute façon le prix de la patate il baisse, donc il y a un moment ils vont devoir passer à autre chose. Je veux dire, tant qu'on n'a pas cette vision-là, ben oui, effectivement c'est compliqué. Je me tourne vers vous. Ça m'a paru être très clair, c'est très très bien. Vous avez une dernière petite conclusion avant qu'on nous arrêtions là? Site internet rapide, Nature et Progrès, de toute façon, Nature et Progrès, quoi qu'il arrive. Oui, Nature et Progrès, natpro.be pour se tenir informé, m'écrire, me téléphoner, n'hésitez pas, organiser des choses dans votre commune. On est toujours prenant pour venir faire des interventions et parler du sujet. Mais oui, en parler. Mais tu sais, je ne serais pas étonnée de ce que tu dis. À un moment, tout à coup, il va y avoir une agitation, quoi. Et ils vont dire, mais on ne savait pas, on n'avait pas entendu parler. Et en fait, c'est juste que... C'est vrai qu'il y a tellement de défis, tellement d'enjeux, qu'aujourd'hui, les projecteurs, ils sont ailleurs. Mais il faut les rediriger. En fait, il faut se rendre compte que tout est lié. Ça, déjà, ça serait pas mal. Et qu'effectivement, si on met le projecteur sur les PFAS, on le met en même temps sur les pesticides et on peut le mettre en même temps sur les OGM. Et en fait, finalement, on va cibler en plus les mêmes acteurs, ce qui est pas mal. Donc, voilà. Merci Virginie, merci Mathilde, et merci à vous aussi d'avoir assisté à cette conférence. À toi. Avec plaisir. Merci à toi, Vince, d'être là. Et maintenant que toi, tu t'en es emparé, en fait, c'est toi qui vas jouer le lanceur d'alerte. J'ai ma vidéo qui est en cours d'écriture. Non, mais franchement, c'est même pas une blague, parce que ça vaut vachement la peine. Donc préparez-vous, ça va arriver sur la chaîne Limite. Mais il ne faut pas compter sur moi comme seul lanceur d'alerte, c'est tous ensemble. Donc dès que la vidéo sort, c'est vous qui la partagez sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok. Oui, sur TikTok aussi. Et sur YouTube, qui va permettre justement de faire valoir ça. On l'a fait sur notre chaîne avec le traité sur la charte de l'énergie, où on a failli, tout projet qui veut réduire les énergies fossiles a failli se retrouver attaqué en justice et devoir rembourser des milliards à des compagnies d'énergie fossile en disant on a un manque à gagner parce que c'était un vieux traité. Bon, on a réussi à faire notre travail à ce niveau-là, on a fait notre travail sur les PFAS, sur les aires marines protégées, on l'a fait avec l'Air Nouvian aussi. Maintenant, effectivement, ça va être la suite. Donc je compte sur vous de vous mobiliser au moment où ça va être important. Bonne suite de salon et de festival à vous.